Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Peintre solitaire qui mène son travail comme un combat quotidien, Jean Berthet se place hors des modes, des courants d'idées, des tendances même les plus fortes. Il vit son isolement chaque jour, durement. Sa peinture relève en effet d'une expérience très personnelle. La peinture que je fais n'est ni une spéculation totalement abstraite, ni une peinture faisant allusion à une image lisible qui pourrait dire une réalité facilement reconnaissable par le spectateur. Au fond, ce que je fais dans ma peinture, c'est j'organise des corps qui en même temps sont difficilement reconnaissables. Je crée ici, dans ce genre de tableau, des dramaturgies abstraites, en quelque sorte. D'où une certaine difficulté de lisibilité. Ce qui fait qu'en effet, étant donné actuellement ce qui est montré dans beaucoup d'endroits, a de la difficulté à passer. Alors justement, pour quelqu'un comme toi, comment tu vis cette solitude? Je ne la vis pas toujours très bien. Bon, il y a des moments où je me dis, de toute façon, le principal, c'est de continuer à expérimenter, de continuer à vivre cette aventure. Et à d'autres moments, je souffre beaucoup de cet isolement, c'est-à-dire de la difficulté de montrer, ne serait-ce que de montrer ce que je fais aux gens et d'avoir ce rapport, ce dialogue avec un public un peu plus élargi que celui des amis, que celui des gens que je connais. Les artistes auraient pu ne pas avoir de critique qu'il aurait existé au regard de l'histoire de l'art. Et les critiques attendent beaucoup, les artistes attendent beaucoup des critiques, mais ce n'est pas les critiques qui font leur œuvre, c'est eux. Il faut être à la fois Orphée et le commis voyageur de soi-même. Il faut savoir présenter ce que l'on fait, il faut savoir en parler, il faut savoir toucher les gens qu'il faut. Alors certains y arrivent très bien, et ce n'est pas pour autant qu'ils font de la mauvaise peinture. Ils réussissent, et c'est très bien pour eux. Il y en a d'autres qui y parviennent beaucoup plus mal, et mettent beaucoup plus d'années à se faire reconnaître, tout simplement. Et tu es dans cela, par contre. Eh bien, en effet, j'appartiens à ce second groupe, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas quelque part peut-être une complaisance finalement à être à part, comme ça? Est-ce que c'est pas une tentation non plus? Eh bien, écoute, il n'y a pas, de mon point de vue, moi je ne trouve pas qu'il y ait de complaisance, puisque je me fais violence. Je me fais violence à montrer des exemples de ce que je fais. Bon, je fais des dossiers, je les envoie à droite et à gauche, surtout à des maisons de la culture, parce que je pense qu'il y a là peut-être plus de possibilités pour une peinture comme celle que je fais, qui réclame de grands espaces, que dans des galeries. J'envoie des dossiers, j'essaye de connaître des gens, je connais des gens. Le critique idéal, il doit excentrer, il doit tout voir. Tu vis de quoi? Eh bien, j'ai fait toutes sortes de boulots. Je veux dire que, bon, j'ai fait du bâtiment. J'ai donné des cours de langue. Et actuellement, je donne des cours de dessin et de peinture. Et c'est ça ce qui me procure l'argent dont j'ai besoin pour vivre. De temps en temps, je vends un tableau, un dessin, des gens qui viennent chez moi, qu'on me présente, des amis. Mais ce n'est que le complément, en quelque sorte, de ma source principale de revenus. Tu ne vis pas de ta peinture? Je ne vis pas de ma peinture. Jeunes peintres, leurs toiles encore peu nombreuses, ont cependant attiré l'attention. Bizarrement, on s'intéresse moins, on prospecte moins le monde de la sculpture. Dans ce domaine, exigeant souvent du matériel plus coûteux que la peinture, les artistes recherchent et sollicitent volontiers les commandes. Ils en trouvent parfois auprès des municipalités. En effet, celles-ci peuvent déduire de leurs charges 1% si ce montant est consacré à la création.
Irmgard Sig, sculpteur, a aussi obtenu commande à Bobigny. Depuis à peu près 4 ans, je vis de la sculpture. Par des circonstances tout à fait heureuses, j'ai eu un achat des affaires culturelles et puis un important. Ce qui fait que j'ai tout lâché et je me suis lancée dans l'aventure totale. Peut-être j'ai tort, mais ces 4 ans ont été pour moi une ouverture fantastique et je ne voudrais pas je voudrais pas qu'ils me manquent dans ma vie. Irmgard Sig, 48 ans. Je fais la sculpture depuis 20 ans. Ce que tu appelles le 1%, c'est les commandes de municipalité. C'était une commande d'une municipalité, oui, c'était Bobigny. Et c'était pour, c'était pas un grand 1%, c'était pour une école et pour une maternité. Mais est-ce que c'est ces commandes qui t'amènent à faire des sculptures de grande taille, qui sont même quelquefois monumentales? Je crois que c'est un tempérament plutôt. Évidemment, tant qu'on n'a pas l'occasion, on travaille plutôt en petit parce que où les mettre, on ne sait pas où les caser après. Il y a aussi toujours le problème, il faut le sortir de l'atelier, il faut penser au transport et tout ça. Mais j'ai toujours voulu faire des très grandes sculptures, toujours. C'est un goût profond. C'est un goût profond, oui. Et tout ce que je fais en petit, je pense un jour, je pourrais le faire en grand. Je le ferai peut-être pas, mais enfin, c'est déjà en vue de. Ça commence d'abord avec une image dans la tête, évidemment, que j'essaye de retrouver sur un bout de papier. Et puis ensuite, je passe à une petite maquette presque illisible en terre. Et ensuite, je prends du balsa, je fais une autre maquette. Oui, parce que ces maquettes, c'est simplement un stade. C'est un stade. Souvent aussi, je m'en sers pour la recherche. Parfois, il y a des maquettes que je ne voudrais pas réaliser parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez aboutis. Mais en général, ils sont là pour être agrandis. Ça pose un autre problème, c'est oui. le problème du matériel. Ça veut dire des sommes quand même très très importantes. Très important, c'est ça, un problème très grave. Où on m'avait donné un grand espace pour me développer, qui était une expérience pour moi fondamentale. Parce que pour une fois, je fais une sculpture énorme, 10 mètres sur 8 mètres, sur 5 mètres de haut. Et ça a débloqué quelque chose en moi. Et depuis, je ne peux plus me rétrécir, pour ainsi dire. Mais ça pose un problème énorme parce que même pour mon exposition l'année dernière, en octobre, chez Darty Speyer, je fais de nouveau un ensemble de sculptures monumentales qui, enfin, avaient tous à faire l'une avec l'autre. Mais j'ai dépensé, j'ai tout investi, tout mon argent. Et finalement, j'ai gagné un quart après. Donc, enfin, 3/4 sont dans les matériaux. On aimerait faire ceci, on aimerait faire cela, ce sont des possibilités. En plus, on sait qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin si on avait l'occasion de réaliser. Mais tu as le sentiment d'être quand même un peu isolé? Isolé, je crois qu'on est tous très isolés parce que on ne fait pas partie d'un groupe. On est là dans nos ateliers tout seul, c'est la solitude totale. On a commencé à s'intéresser aux ruines dans la Renaissance, et puis ensuite au XVIIIe siècle, les ruines antiques, qui sont évidemment les plus belles, parce que, bon, ici, pour moi c'est beau, mais ce n'est pas une ruine antique, c'est des ruines récentes. Mais pour moi, c'est très stimulant, aussi stimulant qu'une ruine antique. La ruine a toujours quelque chose de tout à fait fascinant, parce qu'elle fait une structure en elle-même. Déjà pour la sculpture, c'est quelque chose de très stimulant. Les ruines, pour moi, c'est le temps qui passe, c'est la fascination de ce qu'il y avait eu avant, et maintenant, c'est dévasté.
le temps est passé et peut-être aussi une fascination de la mort parce que, évidemment, forcément, la destruction, c'est la mort. Et bon, enfin, j'ai vu beaucoup de ruines dans mon enfance, peut-être inconsciemment. Il y a une structure dans l'inconscient sur laquelle se met la structure des ruines. Je transforme beaucoup les ruines. Je ne fais pas vraiment des ruines. C'est-à-dire, il y a une réminiscence. Et justement, je les transforme de façon que on ne peut pas savoir si c'est une ruine, si c'est quelque chose qui est en train de se bâtir, si c'est quelque chose qui a été bâti et qui est abandonné. Il y a cette ambiguïté que j'aime, que je veux exprimer. Artiste, créateur, comment exister sinon en ayant un contact avec le public? Pour cela, il faut rentrer dans le système artistique, galeries, salons, expositions, mais aussi musées. Les conservateurs doivent-ils être des découvreurs ou tout simplement des témoins fidèles de leur époque?